de Triomphe est constitué de 36 695 mètres cubes de calcaire et pèse 95 407 tonnes, soit un peu plus de 95 millions de kilos. On nous dit qu'il a fallu 12 ans pour construire l'arc géant en deux périodes différentes, de 1806 à 1814 et de 1832 à 1836. Comment ont-ils transporté cette quantité de calcaire avec les mêmes chevaux et charrettes que nous voyons sur les photographies? Regardez de plus près les 4 sculptures qui ornent chacun de ses côtés. Regardez la complexité des sculptures et le motif de l'ornementation qui encadre l'arche. Chaque section est parfaitement répétée, sans aucune déviation ou incohérence. Le premier véritable outil électrique n'a été inventé que 60 ans après l'achèvement de cette arche. On nous dit qu'elle a été fabriquée à la main. Est-ce même possible? Et puis, il y a le plafond de l'arche. Des roses immaculées sculptées en 3 dimensions, parfaites dans leur symétrie géométrique. La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et des bordures transversales est époustouflante. Regardez le reste de Paris à cette époque. Encore une fois, une pléthore de structures incroyables, gigantesques et magnifiques. L'infrastructure de la ville est grandiose, et les gens, ainsi que leurs moyens de transport, sont primitifs, peu sophistiqués, et ne semblent pas du tout développés au point de produire une ville comme celle-ci. Les routes sont mal pavées et irrégulières. Elles sont sales et boueuses. Nous voyons également à cette époque des bâtiments dont l'architecture s'aligne sur celle des habitants. Des bâtiments en proportions difformes, moins développés et raffinés, charmants à leur manière mais grossiers dans leur utilisation du bois et du plâtre. C'est exactement le type d'architecture que l'on attend d'une génération vivant à l'ère du cheval et de la charrette, et une génération ignorante des découvertes technologiques qui allaient suivre dans les années à venir. De plus, au moment de cette photographie, l'arche a environ 40 ans depuis son achèvement. Mais pouvez-vous voir à quel point certaines parties de la structure sont usées? L'altération de la pierre suggère que l'arche est beaucoup plus ancienne. Alors que nous approchons de la fin du 19e siècle, nous constatons que les moscovites se sont enfin décidés à quitter leur maison et à s'aventurer dans les rues. La fameuse place rouge est maintenant animée. La cathédrale Saint-Basile et la tour Spasskaya dominent le cadre de la place. La construction de la cathédrale Saint-Basile a commencé en 1555 et s'est achevée en 1561, soit 6 ans seulement. Elle a subi un énorme incendie en 1737 et a été restaurée pendant 20 ans. Mais regardez-là, quelle structure! Presque irréelle et ne ressemblant à aucune autre. Elle est composée de milliers de briques rouges et de tôles d'étain qui ont été façonnées pour former les dômes en oignon caractéristiques que nous voyons. Regardez de plus près la complexité des dômes. Comment ont-ils plié le métal pour atteindre une telle précision et perfection au XVIIIe siècle? Et encore une fois, s'ils avaient les compétences et le dévouement pour construire une telle merveille, pourquoi les conditions de la route sont-elles si mauvaises et couvertes de boue? Nous voyons ces incroyables structures et bâtiments partout sur les photographies du XIXe siècle. Nous avons le merveilleux palais de cristal de Londres, une structure monstrueuse avec la plus grande surface de verre jamais vue dans un bâtiment. Et tout cela construit avant que l'Angleterre n'ait une usine de fabrication de verre automatique. Nous avons l'abbaye et le Parlement de Westminster. Nous avons l'ancien arc de Euston, construit en grès pur en 1837, et des rues non pavées et pleines de boue. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas donné la priorité aux rues dans lesquelles ils marchaient? L'église Notre-Dame, le chef-d'œuvre de Dresde, en Allemagne, dont la splendeur complexe et opulente contraste directement avec les chariots déglingués et les charrettes tirées par des chevaux des gens en bas,
Un peuple dépendant du strict nécessaire. Un peuple complètement éclipsé par sa taille et sa majesté. La bibliothèque du Parlement à Ottawa, Canada, construite sur une période de 17 ans. Les premiers colons importants sont arrivés en 1800 et au moment de la construction, la ville comptait moins de 20 000 habitants. Une bibliothèque grandiose et majestueuse était-elle vraiment une priorité pour les colons? Pourquoi le bâtiment semble-t-il avoir été prélevé en Europe et collé au Canada? Même au début du siècle, 40 ans avant que Bosch ne fasse connaître l'outil électrique, nous avons l'ancienne gare Penn à New York. Regardez la taille de ce bâtiment, aux proportions complètement hallucinantes. Comme on peut le voir sur la photo, chaque motif octogonal sculpté sur le plafond du dôme arqué est plus grand qu'un seul être humain. Regardez les colonnes gigantesques et les détails des feuilles montantes qui décorent le sommet de chaque pilier. Ils nous disent que cette station a pris 6 ans à construire, 6 années entières. Mais oui, bien sûr. Pourquoi sommes-nous si crédules? Même sans accès aux outils électriques modernes, aux pièces de construction de base et à la technologie des grues, nous ne pourrions pas reproduire cela aujourd'hui. Et plus important encore, nous ne reproduisons pas ce type d'architecture aujourd'hui. Les mentors officiels de notre monde ont un terme générique pour ce type d'architecture que nous voyons en Amérique du Nord. Ils l'appellent historisme. L'historisme est un terme inventé pour décrire un style d'architecture qui est de nature revival, ou, en d'autres termes, qui copie le style d'une autre période de temps. Les grands arches et les bâtiments avec des colonnes géantes que nous voyons sont construits dans le style classique ou gréco-romain. Et les cathédrales sont construites dans les styles Renaissance et gothique de l'Europe médiévale. Les éléments de ces styles architecturaux particuliers sont caractérisés par de grandes flèches, des fenêtres cintrées, des tours, des tourelles, des dômes, des voûtes à arcades, des sculptures, d'énormes portes, des fenêtres circulaires géométriques, des colonnes, des cadrans d'horloge et des clochers. Les traces de cette architecture impensable se trouvent littéralement partout dans toutes les villes et dans le monde d'aujourd'hui. Certaines sont préservées et entretenues, comme l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. D'autres sont perdues et oubliées par le temps, comme l'Arche de Houston et l'ancienne gare Penn de New York. En tant que peuple, nous parcourons des kilomètres pour prendre nos propres photos de ces merveilles. Mais les photographes du 19e siècle nous ont offert quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé donner à une génération future. La perspective. Nous voyons un peuple primitif sur fond d'infrastructures architecturales clairement avancées. Les historiens officiels du monde nous racontent des histoires d'évolution darwinienne et de progression entre les périodes. Les personnes qui sont venues après ont toujours été plus avancées dans leur façon de faire, affinant et redéfinissant les méthodes de la génération qui les a précédées. Si l'apogée de l'innovation et de l'industrie au XIXe siècle était encore le cheval et la charrette comme moyen de déplacement, alors, comme ces photographies nous le disent, ce style d'architecture était tout aussi impossible pour ceux qui vivaient dans les siècles précédents. Toute personne ayant une prédisposition à la réflexion et au questionnement peut immédiatement sentir, en regardant ces photographies, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, que quelque chose ne va pas avec le récit historique dominant, que quelque chose ne colle pas. Sur une image panoramique de San Francisco en 1877, nous voyons un collage d'architecture historiciste, des colonnes ornant l'entrée de bâtiments très majestueux. Ils se distinguent comme des épouvantails de certaines des cabanes en bois qui les entourent. Nous voyons des flèches et des tours gothiques au loin. Nous voyons des cathédrales et des bâtiments en forme de dôme. Nous voyons également à quel point la ville est devenue tentaculaire et immense.
En 1846, moins de 500 colons mormons vivaient sur le territoire que nous appelons aujourd'hui